Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci encore de votre présence. Je vais commencer par me présenter. Je suis Abderrahim, vétérinaire et responsable technique chez Veto Pharma. Je suis ravi de vous présenter cette deuxième session de webinaire de cas cliniques. Donc on verra bien un peu plus tard ce que c'est. Je vais essayer de l'introduire. J'ai le plaisir d'animer cette session avec Gérald Terville, donc vétérinaire libéral et diplômé du DIE Apiculture et Pathologie Api. Vous allez suivre avec nous deux cas cliniques ou bien deux illustrations cliniques. Alors, un cas clinique, juste pour un petit rappel, c'est surtout après la motivation d'un apiculteur qui a pris contact avec un vétérinaire. Donc le vétérinaire commence ses différentes investigations par la collecte de l'historique et du parcours des différentes colonies et poursuit ça avec un examen du rucher et des ruches. Donc vous allez voir avec Gérald pourquoi ça. Et éventuellement, si les choses sont nécessaires, aller sur des examens cliniques, des examens et des analyses laboratoires, et finir sur des recommandations et des conduites à tenir pour l'apiculteur. On va voir qu'en apiculture, le cas n'est pas très simple et ça se finit pas forcément par des traitements, mais plus du conseil zootechnique associé à des traitements euh, en parallèle. Euh, on- pour cela, surtout, je souhaitais commencer par une petite slide. Je ne sais pas si Gérald peut passer à la deuxième slide. Bon, je te mets ça tout Ce de suite. sera, ouais, ce sera plus simple pour tout le monde. Pourquoi l'apiculture, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles ne peuvent l'être. C'est surtout et avant tout sur la multitude de facteurs qui peuvent affecter la santé de l'abeille et par conséquent l'équilibre général de la colonie. Donc on en distingue deux ou bien deux groupes, ce qu'on appelle des facteurs biotiques ou des facteurs abiotiques. Les facteurs biotiques en commençant par les différents parasites et micro-organismes qui peuvent affecter. Et à cela peut s'ajouter aussi d'autres prédateurs tels que le frelon. Aujourd'hui, on va parler varroa forcément, et j'espère qu'on parlera moins, tout au moins dans le futur, on parlera moins de son cousin germain, le Tropicalaps, euh, avec toutes les pathologies virales surtout qu'on va voir sur les deux cas cliniques. Euh, et pas vraiment bactérienne. À côté de ça, qui peut forcément influencer l'équilibre justement de cette colonie. On aura toute la gestion et tout l'effort qu'on pourra demander en termes de productivité, en termes de pression à la ruche, mais le facteur environnement qui pourra englober les différents polluants, les différentes conséquences du changement climatique et toute l'industrie d'agrochimie qu'il y a autour des grandes cultures. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour l'introduction. Je vais laisser le soin à Gérald de poursuivre, de se présenter et je vous souhaite par conséquent un bon webinaire et n'hésitez pas dans les questions. Gérald, je t'en prie. Ok, merci. Donc d'abord, bonjour à tous et je renouvelle les remerciements de votre présence au webinaire. Ça montre votre intérêt pour la lutte contre Varroa notamment et la santé des abeilles. Comme l'a dit Raïm, on va évoquer deux cas cliniques qui ont été investigués pour un à partir de 2023 et l'autre en 2024. Alors vous verrez qu'ils sont un peu différents dans le sens où dans le premier cas, qu'on a intitulé Persistance des signes de varroose dans des colonies malgré une gestion suivie de l'infestation varroa, c'est un cas qui était programmé dans le sens où les colonies étaient des colonies suivies justement pour mesurer l'infestation varroa et voir un peu l'évolution de cette infestation au cours de la saison en fonction des types de traitements. C'était une étude qu'on avait commencé à mener avec la SAT 49, donc dont je suis le vétérinaire conseil pour le PSE, et le président de la SAT qui avait prêté des ruches avec un autre apiculteur professionnel. Donc, on est dans un cadre particulier parce qu'on avait un suivi très régulier des colonies et on a été un peu au-delà, après la fin de l'étude qui se terminait théoriquement au printemps, on a été au-delà pour voir un peu comment se débrouiller certaines colonies et pour répondre à certaines questions
qui nous interrogeait sur les transmissions de virus notamment. Et le deuxième cas, qui s'est produit au final un peu en même temps que le premier, sur la fin, sur l'investigation, reprend un peu ces éléments-là, mais avec des interrogations un peu différentes sur la menée. Donc pour le premier cas, donc on est chez un apiculteur, on va dire pluriactif, qui a une soixantaine de colonies, donc en Pays de la Loire, hein. Je ne l'ai pas dit, moi je suis vétérinaire dans ce secteur-là et dans le 49. Donc c'est 14 colonies qui avaient été suivies de mi-août 2023 jusqu'au printemps 2024. Donc dernière visite programmée, on l'a faite en avril parce que bah, les conditions climatiques de 2024, vous avez vu ce que c'était et on devait un peu jongler avec le climat. Alors, on avait voulu suivre différents types de colonies. Je vais y revenir dans un petit comparatif à la fin de la présentation du cas. Ces colonies-là, on avait voulu prendre un parcours de production classique. Donc, il y avait de la transhumance. Elles avaient été au colza, toutes fleurs, printemps et d'été. Il n'y avait pas de gestion particulière du varroa en saison, pas de biotechnie, pas de retrait de cadre à mâle, pas de traitement non plus. C'est des colonies qui avaient produit toute la saison, qui n'avaient pas essaimé pour la majorité d'entre elles, où certaines s'étaient remérées. On l'a découvert au moment du début de l'étude, mais on avait l'âge des rennes, donc on avait des rennes de 2022 ou de 2023. Donc je vous rappelle on est en août 2023. Et elles avaient toutes produit à minima. Donc là, on avait intégré ça. C'était des colonies qui avaient dû produire donc à peu près 35 kilos de miel à minima par ruche. Donc ce qui était une récolte honorable pour cette saison-là et au vu des parcours des colonies. Donc, en gros, pourquoi ce profil-là? Parce que c'est ce qu'on retrouve majoritairement chez les apiculteurs, je vais dire, conventionnels, qui font des parcours un peu classiques. La gestion varroa, je ne l'ai pas dit, l'année précédente était conventionnelle, donc lanière d'amitrase, un traitement avec acide oxalique AMM pendant l'hiver, démarrage de la saison, etc. Donc là, je vous rappelle maintenant, à partir de 2023, le début de l'étude. Donc à partir du 15 août, on a commencé des pré-comptages. Donc on voulait vérifier les taux d'infestation avant traitement et adapter les traitements. Ça faisait partie de notre protocole. On a voulu essayer de montrer il y avait 35 colonies suivies, ben, qu'en fonction des infestations qu'on constatait, on pouvait adapter les traitements. Et donc, soit les colonies étaient ce qu'on qualifiait de peu infestées et elles recevaient de la mitraz pendant 10 semaines sous forme de lanière longue durée, ou si on estimait qu'elles étaient fortement infestées, alors on faisait ce qu'on a appelé un flash d'acide formique avec AMM pendant 7 jours, qui était suivi d'une reprise avec des lanières d'amitrase à suivre derrière pendant 9 semaines. Les lanières étaient retirées au même moment exactement. Et il y avait des comptages qui se déroulaient. Alors, on a utilisé, pour ceux qui connaissent, le scanner BVS Apisphéro. Si vous voulez vous renseigner, c'est intéressant. Et donc, tous les comptages ont été faits par scanner pendant toute l'étude. Donc, premier bilan de sortie d'hiver le 23 avril, je vais y revenir. Et un printemps qui était compliqué, donc qui a très mal démarré. Encore une fois, 2024, on ne va pas y revenir tout le temps, mais mauvaise récolte, conditions climatiques défavorables, et plutôt quand même des colonies qui avaient même été renourries derrière à certaines périodes. Donc voilà. Alors, j'en parlerai dans le parcours des colonies et les différences quand je vous évoquerai un peu la fin de ce cas-là. Il y a une particularité sur ce rucher-là, c'est qu'il y a en fin de saison beaucoup de cultures intermédiaires, donc couvre-sol, hein, type euh, moutarde, ce genre de choses, qui ont eu un impact quand même sur la production de couvain assez tardivement en saison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à ces traitements? Donc, il y a 4 colonies qui à la visite du 23 avril, ont eu des développements qu'on a qualifiés de retardés, ou vraiment même une colonie qui était particulièrement faible, et sur certaines des anomalies persistantes de couvain. On avait identifié au moment du démarrage de l'étude, dans ce rucher-là, 6 ou 7 colonies qui avaient des mortalités de nymphes, des petits signes, hein, que vous connaissez en général, qui pouvaient être évocateurs de signes de varroose débutante. 15 août, c'est pas étonnant. Et donc, on les avait identifiés, on les avait suivis tout au long du parcours. Et il se fait que parmi toutes les colonies, il y en a 4 qui ont montré quand même cette persistance, un peu de signes sur le couvain au fur et à mesure vraiment du temps et jusqu'au 23 avril et après.
Il y a 9 colonies qui s'en sont tirées sans anomalie particulière, ou il y en avait avant, mais elles s'en sont débarrassées, ou de toute façon, elles ont redémarré correctement. Il y a eu une évolution normale après. Encore une fois, on a eu un suivi au-delà du 23 avril, donc on a pu savoir ce qui s'est passé. Celles-là s'en sont tirées, et une morte. Typiquement, je vais vous montrer le tableau. La morte, vous voyez, c'est la numéro 10, hein. On avait fait des tableaux avec les comptages, etc., les cumuls de comptages. La numéro 10 était morte. Elle est vraiment morte en clinique de Varroa. Anomalie du couvain, des populations d'abeilles, bon, des réserves qui étaient restées fortes, etc. Et malgré tout, malgré les traitements, elle n'a pas passé l'hiver. Elle est morte pendant l'hiver, en fait, bien avant la visite de printemps. Alors, ce que vous voyez dans le tableau ici, c'est les comptages, les pré-comptages, les comptages, les chutes. Quand j'ai mis traitement dans le tableau, c'est les chutes qui sont produites pendant la durée du traitement. Et vous voyez qu'en fait, on a eu une surprise un peu désagréable. Alors, je vais quand même faire un petit rappel sur le démarrage de l'étude. On a commencé un petit peu plus tard que ce qu'on voulait. On voulait commencer l'étude du 1er au 15 août pour les pré-comptages. Et il se fait on a tardé un peu pour obtenir le scan et démarrer vraiment l'étude. Donc on a dû commencer un peu plus tard parce qu'on voulait absolument les précomptages. Alors on voulait aussi être sûr d'avoir suffisamment de varroa. Alors de ce côté-là, on n'a pas été déçus parce qu'on ne voulait pas d'une étude faussée par une absence éventuellement, enfin par des quantités de varroa qui n'étaient pas significatives. Alors vous voyez, au vu des chutes pendant la durée du traitement, que les quantités de varroa sont quand même relativement importantes, hein, avec des ruches qui ont monté pendant les chutes de traitement jusqu'à 6500 varroa. Et vous voyez, si vous regardez les précomptages, vous avez par exemple cette fameuse 10 qui avait déjà vu tomber 1900 varroa, ce qui est vraiment énorme pour ces moments-là. Le tri avait été fait, donc signe d'alerte, plus de 10 varroa par jour pendant la période de pré-comptage, et on estimait que c'était une colonie qui était vraiment très infestée. Donc vous voyez la numéro 3, la numéro 4 par exemple, qui sont mis en gras là. Ça, c'était des colonies fortement infestées. Donc on a décidé de faire un flash pour essayer de faire tomber beaucoup plus rapidement les varroa avec du formique, donc en lanière, hein, avec AMM pendant 7 jours. Donc les colonies en jaune ont été traitées comme ça. Après, ben, il y avait un rattrapage à l'acide oxalique qui nous permettait de voir un peu les niveaux d'infestation et toujours des comptages donc jusqu'au printemps et avec des niveaux d'infestation qu'on a réussi à réguler quand on voyait le redémarrage. Alors, je dis printemps, c'est pas un printemps précoce en termes de comptage, donc on avait des comptages avant qui étaient tout à fait corrects en fait sur les colonies. Là, clairement, on était déjà dans les périodes de production, hein, 16 avril au 7 mai. Même si, encore une fois, la saison n'était pas bonne, on était déjà largement dans les colzas et donc c'était des comptages à ce moment-là. Là, on focalise sur les colonies qui vont nous intéresser et donc qui, à la sortie de l'hiver, à la visite de ce fameux 23 avril, étaient encore impactées au niveau couvain ou présentaient des faiblesses éventuellement de développement. Donc, vous voyez la 3, 4, la 12 et la 14. Et on va s'intéresser à ces colonies-là. On a les historiques de chute. Donc, vous voyez que les historiques de chute sont relativement quand même importants, hein, plus de 2000 varrois pour toutes les colonies et une à 4200. Des rattrapages qui ont été corrects, hein, la chute, alors j'aime pas le terme rattrapage, je devrais arrêter de l'utiliser, mais le traitement hivernal avec l'acide oxalique a montré des chutes qui étaient quand même, somme toute, correctes sur ces colonies-là, 16 varrois, 67 varrois, c'est pas catastrophique. Il n'y a que la colonie 4, on a mis une flèche parce que celle-là, clairement, elle a toujours montré une infestation élevée et des comptages qui sont restés élevés tout le temps. Et on va le retenir pour la suite. Alors, on a fait une visite, donc le 23 avril, je vous l'ai dit, et puis cette visite, on avait pris des décisions sur ces 4 colonies. Je reviens juste sur les 4 colonies. On avait identifié des problématiques de redémarrage et l'idée avec l'apiculteur, bah, qui est aussi mon président d'Assad, c'était typiquement de gérer les colonies en changeant la reine ou en éventuellement même, il y en a une qu'on ne souhaitait pas conserver, qui avait des signes de lock, je vais y venir tout de suite, européenne. Et les colonies, on estimait qu'il fallait des changements de règne, une mise en essaim nu éventuellement, et pourquoi pas refaire un acide oxalique. Sauf qu'il se fait qu'après cette visite du 23 avril, malheureusement, ben, les colonies, on n'a pas su les revoir tout de suite, donc l'action n'a pas pu être effectuée et elles ont essaimé. Donc les colonies ont présenté des essaimages dans les 4 qui étaient présentes. Alors je reviens sur la colonie 3.
Alors, elle présentait des charges de varroa donc à cette visite du 2 juin, bon, qui étaient acceptables, mais qui sont plus du tout significatives. Euh, En avril, elle avait vraiment un ralentissement de ponte, une croissance d'abeilles. Elle paraissait pas atteinte en termes d'anomalie. En termes de couvain, on était, comment dire, correct. Le problème, c'était vraiment le développement de la colonie, mais on était sur une reine de 2022. Donc on s'est posé cette question-là. C'est pour ça qu'on voulait changer la reine uniquement sur celle-là, et on n'en a pas eu le temps. En plus, les réserves étaient moyennes à fortes. Quand je dis moyenne à forte, c'est clairement pollen, il y en avait assez. Réserve de miel, c'était assez insuffisant. Il fallait nourrir. Vraiment une colonie qui peinait à se développer. 4 cadres en avril, 5 cadres au 2 juin. Et elle a essaimé, elle a fait une tentative de super sédure. C'est même pas essaimé, c'était une super sédure. Sur celle-là, on a retrouvé 2 cellules royales en plein milieu de cadre et la supercédure a échoué. Donc la colonie était en dépopulation au moment de la visite du 2 juin. Donc on s'était dit peut-être lié à l'âge de la reine, c'était une possibilité, mais on la réévoquera après au vu des résultats d'analyse qu'on a sur les autres colonies. Donc on a la colonie 4. Donc celle-là, je vous rappelle qu'elle a présenté des chutes de varroa très importantes pendant vraiment tout le suivi qu'on a pu faire au cours de l'automne et de l'hiver. Et à tout moment, elle avait des chutes qui étaient toujours importantes. Et elle en avait encore dans les derniers moments, donc au moment où on l'a vu le 2 juin. Alors, sauf que le 2 juin, donc là je vais revenir un peu sur les comptages, un petit aparté sur les comptages. Bah, le 2 juin, malheureusement, il y avait eu un remérage et elle ne s'était pas remérée. Donc la colonie était orpheline, sans ponte. Et donc le comptage, en termes de comptage sur les varrois phorétiques notamment, on pouvait être faussé puisqu'il n'y avait plus de couvain. Et que vous savez que quand il n'y a plus de couvain, bah, obligatoirement on augmente les charges parasitaires sur les abeilles. Mais néanmoins, cette colonie a toujours présenté des charges fortes de varroa. Bizarrement, c'est là que c'est intéressant quand même, c'est qu'en avril, quand on était sorti d'hiver, elle était quand même sur 7 cadres, hein. L'apiculteur hiverne avec des partitions, elle était sur 7 cadres et avec des réserves qui étaient fortes et une bonne population. Donc vraiment, en dehors du fait qu'il y avait des chutes de varroa importantes et les quelques anomalies de couvain qu'on avait constatées, la colonie arrivait à se développer. Bon, elle, typiquement, ce qu'on voulait, c'était regérer éventuellement varroa, changer la reine quand même. Et encore une fois, on n'en a pas eu le temps. Et donc, on l'a retrouvée en dépopulation suite à un échec de remérage. Ces deux colonies-là, donc là, je parle d'échec de remérage, de supercédures qui n'ont pas fonctionné. On n'a pas plus d'examens puisqu'on n'a pas fait de prélèvement dans celles-là, elles étaient en dépopulation, etc. Mais je vais y revenir à la fin en comparant avec le reste des résultats. Et on va se focaliser un tout petit peu sur les colonies 12 et 14. Donc, il y avait des infestations élevées, je vous rappelle, hein, voilà. Des signes cliniques qu'on avait euh, pour la 14, en tout cas, à partir de l'été précédent. Donc, il y avait quelques anomalies de couvain, pas excessives, mais il y avait des anomalies de couvain. Donc, de ce type-là que je vous montre en photo, des nymphes avec des yeux un peu foncés déjà, un peu noirâtres, en développement, langue étirée, donc qui étaient mortes en fait. Dans du couvain affaissé, on arrivait à trouver ce type de nymphes. Donc, les populations des deux colonies au 23 avril étaient quand même moyennes. Donc avec des signes discrets un peu sur le couvain de nymphes mortes et de couvain saxiforme aussi. Je vais y revenir en détail par colonie. Et la 14 avec vraiment une suspicion marquée, quelques cellules, quand on l'a visité le 23 avril, mais quelques cellules de loques européennes. Donc les essaimages se sont produits. Donc typiquement, ce qu'on avait déjà en tête à ce moment-là sur ces colonies-là, sur les 4 colonies, et en partenariat avec, pour le coup, Veto Pharma, qu'on avait contacté pour essayer d'aller un peu plus loin, c'était de prélever les reines des abeilles et de voir un peu l'étendue, un peu, parce que comme on avait quand même sur 3 colonies sur 4 des comptages varroa qui étaient dans la norme, on avait voulu voir un peu ce qui restait en termes de virus et de voir l'impact des virus sur les colonies. Donc, elles ont essaimé, donc on a perdu les reines, ces reines-là, mais on s'est dit on va les voir plus loin, on continue à suivre et on voit un peu comment elles évoluent. Et donc le 2 juin, on a été les voir. Donc 2 juin, pas de récolte pour la 12, une hausse vide. Elle s'était remérée avec un redémarrage qui était quand même correct en termes de couvain, en quantité de couvain. Donc vous voyez, elle était sur 7 cadres, mais avec 6 cadres de couvain, en sachant qu'elle avait essaimé fin avril. Du miel, par contre, en quantité faible, pollen quantité moyenne, mais pas carencée, mais quantité moyenne quand même.
couvain qui était majoritairement fermé quand on a visité sur celle-là. Alors la ponte était quand même serrée, mais par contre des centaines de cellules qui étaient affaissées ou en phase de désoperculation. Elle avait vraiment un gros impact sur le couvain. Vous voyez la photo, hein, on peut qualifier ça de couvain mosaïque largement. Et on trouvait aussi des signes de SBV. Donc là, vous avez dans le bas de la photo la petite zone ici où on voit deux larves tête redressée, là, qu'on a désoperculées parce que les opercules étaient déjà percés, et on a sorti ce type de larves, donc avec des signes de sac-brood, hein, le virus de SBV, le sac-brood virus, qui était présente sur ces arbres-là avec l'aspect assez typique. Comptage de varroa effectué, donc à la fois toujours sur plateau, on les avait au moment de la visite, avant et après la visite. Donc il y avait 6 varroas sur la semaine, donc ce qui n'est pas du tout excessif pour un mois de juin, et des comptages à l'alcool qui étaient à 0,6%. Bon, je rappelle que le couvain était majoritairement fermé, on avait peu de couvains ouverts, donc on aurait pu avoir un aspect faussé comment dire, du comptage, mais typiquement, là, le comptage était quand même pas excessif. Donc, on a été voir, comme je vous disais, un tout petit peu plus loin, et on a fait des prélèvements d'abeilles vivantes asymptomatiques. Donc, les abeilles en elles-mêmes, les abeilles adultes, ne présentaient pas de symptômes. Et on a identifié sur ces colonies-là, sur cette colonie-là, du virus. Alors, c'est assez classique, DWVB, du SBV, Sac-Brood virus, et du BQCV, hein, le virus de la cellule royale noire, qu'on trouve très régulièrement dans les abeilles et dans les colonies. Ça, c'était sur les abeilles asymptomatiques. Sur le couvain, bizarrement, sur un couvain qui était très marqué par les signes cliniques, on a trouvé du DWVA et DWVB, mais dans des quantités qui étaient au final un peu moindres que sur les abeilles adultes. Et on a trouvé aussi du BQCV, encore une fois. Et on avait été un peu plus loin. Donc, je vous avais dit qu'on voulait voir un peu ce qui se passait au niveau des rennes et des contaminations de rennes. Donc, on a prélevé la reine. L'apiculteur était bien d'accord. De toute façon, il n'envisageait pas de toute façon de garder la colonie par la suite. Et on a prélevé la reine et on l'a analysé pour vérifier. Et on a quand même je dirais une mauvaise surprise quand même sur la reine, de voir les quantités plus importantes même que sur le couvain et aussi importantes que sur les abeilles adultes asymptomatiques de virus de DWB, SBV et BQCV. Donc vraiment des charges virales hyper importantes sur la reine. Donc ça, à la fois surprise ou pas surprise, on cherchait un peu à démontrer ce qui pouvait se passer dans une colonie qui était fortement infestée de varroa et potentiellement infectée de virus, parce que c'est ce qu'on suspectait sur le couvain. Donc j'aurais tendance à dire que voilà, on a quand même un portage quand même significatif sur toutes les matrices apicoles, dont la reine, et je rappelle que c'est une reine qui est née récemment, donc SMH fin avril, tout début mai, et le 2 juin, on trouve une reine qui vient de naître, qui a redémarré sa ponte, etc., et qui est déjà fortement contaminée. Donc avec des hypothèses qu'on pourra émettre, hein, est-ce qu'elle s'est contaminée après la naissance? Est-ce que cette reine-là, parce qu'elle est dans un environnement vraiment plombé de virus, elle s'est contaminée et il y a des problématiques sur elle? Ou est-ce que déjà naissante, parce que je vous rappelle que ces trois virus-là sont des virus qu'on appelle à transmission verticale, c'est-à-dire que la reine peut éventuellement directement pondre des œufs qui sont porteurs de virus, et donc que vous ayez des problématiques éventuellement sur les larves ou les nymphes par la suite. Donc, est-ce qu'il y avait une transmission comme ça verticale qui s'était déjà faite? On n'aura pas la réponse, mais on va quand même échanger sur le sujet. Donc maintenant, la 14, colonie 14, donc elle, c'était peu de récoltes au printemps. Mais elle avait quand même fait une petite récolte, alors que je vous rappelle qu'elle avait quelques cellules au printemps de l'oc européenne, qui se sont accentuées à la visite du 2 juin. Elle avait du pollen en très forte quantité, donc c'est une colonie qui avait redémarré quand même assez bien, malgré une infestation quand même d'origine à l'hiver précédent qui était quand même forte. Donc des comptages varroa, je passe tout de suite sur eux, bah, qui étaient aussi tout à fait dans la norme. Alors du couvain ouvert et fermé, donc vraiment une colonie en bonne dynamique, avec 6 cadres de couvain sur 8 qui étaient occupés. Il y avait toujours une partition. C'est pas choquant d'avoir des partitions, hein. Il y a des apiculteurs qui gèrent toute la saison avec des partitions et qui ne laissent pas aller les colonies sur 10 cadres. Je le rappelle, donc c'est un choix, et ça, voilà, ça peut aider sur les récoltes.
Il y avait même deux cires neuves qui avaient été allongées. Il y avait des cires qui avaient été posées donc au printemps et qui avaient quand même été allongées malgré l'essaimage. Donc il y avait un bon redémarrage derrière l'essaimage. Par contre, toujours ces nymphes mortes. Et donc vous avez l'image ici avec typiquement des nymphes, là, voilà, des operculés, les yeux toujours foncés, les yeux noirs et des operculés. Et des atteintes aussi de couvain saxiforme et de loques européennes. Donc là, on avait une photo avec des larves qui peuvent un peu évoquer jaunâtre qu'il faut en tout cas pas laisser passer, il faut aller vérifier. Et il y avait des aspects de l'oc européenne qu'on a identifiés. Donc, par analyse, on a fait la même chose. On a prélevé des abeilles et on a analysé. Donc, vous voyez les résultats. Alors, j'ai pas mis les charges, j'ai pas détaillé les charges. Il y avait des charges qui étaient plus ou moins significatives en fonction des matrices, mais il y avait encore une fois les mêmes virus retrouvés sur les abeilles vivantes adultes. Sur le couvain, on a retrouvé les trois types, là, pour le coup, de virus et de la loque européenne. Et c'est vraiment la loque européenne en termes de clinique qui avait vraiment continué à évoluer. Et de nouveau, on a cherché sur la reine avec cette découverte des mêmes virus aussi sur la reine qui était déjà porteuse. Alors de manière un peu moins forte que la ruche précédente. Cela dit, j'ai pas de normes pour les rennes. On a souvent des normes qui ont été établies un peu sur la clinique dans les colonies sur les abeilles adultes. Mais honnêtement, sur le couvain, sur les rennes, c'est quand même un peu plus difficile à trouver. Et les rennes, on n'a pas obligatoirement de normes. On pourrait quand même imaginer, on peut imaginer du portage, mais on peut quand même imaginer qu'on ait des rennes qui soient quand même indemnes quand ils viennent de naître. Ce serait quand même meilleur signe dans une colonie. Donc, j'en suis là de mes réflexions et avec cette transmission quand même toujours, ce portage quand même généralisé dans les colonies et dans des colonies qui au final, pour le coup, étaient quand même débarrassées du parasite en termes de quantité de parasites parce que quand on cumule tous les comptages, ben, on voit que le varroa était quand même géré au final correctement dans ces colonies-là. Alors, la discussion qu'on peut avoir à part la numéro 4, qui au final a essaimé et est morte en dépopulation sur un échec de remérage, les autres colonies avaient des charges varroa acceptables au moment où on les a suivies. Donc l'impact varroa en lui-même, du parasite en lui-même, a été important pendant tout l'automne et peut-être jusqu'une partie de l'hiver. Au printemps, a priori, on repartait sur des colonies qui étaient désinsectisées de varroa. Donc c'est un premier point. On a du virus qui est présent dans toutes les matrices, mais avec des charges variables, mais même les reines sont porteuses. Des reines qui étaient fraîchement nées et en ponte, donc qui démarraient et qui entretenaient la colonie. Et donc, on se pose la question quand même de la transmission verticale du virus et comment vont être impactées les colonies par des reines qui potentiellement sont elles-mêmes contaminées de virus avec des charges qui sont parfois fortes. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une question posée. La question qui se pose aussi par rapport à ces charges virales sur les rennes, on l'a fait aussi et on a fait ces recherches suite à une étude qui est sortie en 2024 de Chapman et qui a réussi à montrer que des rennes qui étaient impactées de virus, leur immunité, le fait de stimuler leur immunité pour se défendre contre les virus, pouvait avoir des problèmes de reproduction. Donc, je vous cite l'étude, on pourra vous la fournir hein, si besoin, Chapman en 2024 et qui montrait que ça stimulait, enfin ça avait tendance à entretenir les colonies à faire de la supercédure. S'il y avait ce genre de cas, ou en cas d'essaimage éventuellement, il y avait des échecs de remérage derrière. Donc c'était quand même intéressant, et c'était quand même une relation qu'on établissait avec dans deux des colonies, ces échecs de remérage aussi sur des colonies où on pense qu'on pouvait avoir un impact viral qui s'était poursuivi, ou varroa ou viral, qui s'était poursuivi dans les colonies 3 et 4, par exemple. Bon, l'âge de la reine, 2022, certes, c'était une reine qui était un peu plus âgée, mais enfin bon, on sait aujourd'hui que malheureusement, les reines jeunes, on a quand même des dynamiques de population qui sont plus intéressantes, donc c'est quelque chose à avoir en tête. Donc Varroa à l'automne précédent, avec une gestion tardive. Donc encore une fois, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais si vous regardez, si vous discutez entre vous, traiter un 26 août, je pense qu'il y a pas mal d'apiculteurs qui le font. Là, on montrait clairement avec les comptages qu'on était sur des colonies qui étaient déjà largement à risque à partir du 15 août. Il y avait déjà des infestations qui étaient vraiment plus du tout contrôlé dans les colonies avec l'impact qui pouvait s'en suivre.
Alors, on avait quand même des carences nutritionnelles hein, dans la colonie 4, donc on l'évoque, on a eu un printemps un peu désagréable, mais l'apiculteur suivait, en tout cas en termes de miel et de complémentation glucidique, il n'y avait pas de souci. Alors, je reviens donc à l'étude qui avait été faite sur les 35 colonies. Donc là, c'était les 14, c'est le lot 1, c'est les 14 colonies dont on vient de parler et le focus sur les 4 colonies qui ont été impactées. À côté de ça, on a fait exactement le même suivi au même moment sur les lots 2, 3 et 4. Lots 2 et 3 qui étaient des essaims démarrés sur un cadre avec soit une cellule royale, soit une reine en ponte en fin mai, fin juin. Donc des colonies quand même avec un parcours complètement différent. Et vous voyez les niveaux d'infestation varroa, les moyennes d'infestation varroa qui sont pas du tout les mêmes quand même dans ces colonies-là. Ben, on espère bien, c'est quand même des colonies qui démarrent, c'est de l'essaim sur un cadre, donc on espérait bien quand même qu'il y ait moins de varroa. De fait, il y en avait moins, mais il y en avait quand même pas mal. Et juste pour votre info, si on prenait le détail de chaque lot, il y avait une colonie tête à poux avec des normes à plus de 2500, 3000 varroa dans des lots d'essaims qui étaient démarrés sur un cadre quand même fin mai, fin juin. Donc juste pour info quand même. Mais globalement, ces lots-là s'en sont très bien tirés. Les lots 2 et 3 ont été uniquement traités avec des lanières d'amitrase, au traitement classique, parce que les normes de pré-comptage n'étaient pas du tout alarmantes. On était largement en dessous des 10 varroa par jour. Donc là, je rappelle l'intérêt des comptages aussi, de voir les comptages par rapport à des lots, parce que l'idée c'était de montrer ça aussi, c'est qu'en fonction des parcours des colonies et des lots, il y avait un intérêt quand même à adapter les traitements. Lot 4, la différence qu'il y avait, avec le lot numéro 1, donc vous voyez qu'il y a une quantité de varroa qui est quand même relativement importante. Il y a 300-400 varroa d'écart en moyenne. Donc c'est quand même pas énorme. Mais c'était des colonies qui avaient subi du retrait de couvain mâle pendant toute la saison. Au moins 2 ou 3 fois. L'apiculteur prélevant des cadres de couvain mâle. Alors ça lutte contre Varroa, mais son objectif, lui, c'était de récolter du mâle pour enrichir ses ruchers. C'est un pro pour enrichir des ruchers de fécondation. Donc, il récolte ses mâles de cette manière-là. Et on voit quand même la différence qui avait de significative avec le lot 1 et le lot 2, 3 et 4, qui étaient sur un même rucher, c'est qu'il n'y avait pas de clinique au moment du démarrage des traitements non plus. 2, 3 et 4, on n'avait aucune clinique d'anomalie de couvain au moment des démarrages et on n'en a pas eu sur la sortie d'hiver non plus. Pour info, le lot 4 a été traité de la même manière que le lot 1, avec donc un flash d'acide formique pendant 7 jours avant la pose des lanières. C'est pas du tout les mêmes résultats non plus de traitement, à savoir que dans ces lots-là, ben, on a eu une bourdonneuse et une perte dans le lot 4, alors avec des charges varroa qui étaient fortement élevées, c'était une des plus élevées, mais ben, sans explication, il y a une des populations, on l'a retrouvée morte en hiver, et on n'a pas vraiment eu l'explication, même si on pourrait suspecter varroa éventuellement. Donc, simplement pour vous montrer que des protocoles de traitement qui, au final, sont similaires, qui ont été démarrés au même moment, c'est pas du tout le même parce qu'on a des parcours de colonies qui sont complètement différents. Donc, on ne peut pas systématiser. L'alerte qu'on fait là-dessus, c'est qu'on ne peut pas non plus systématiser. Chaque parcours est différent, chaque apiculteur est différent. Et donc, il faut adapter les traitements. C'est quelque chose qu'on essaie vraiment d'enfoncer. Il faut adapter les traitements à ce qu'on fait dans les colonies, au comptage éventuellement, il faut essayer de multiplier et puis d'adapter la gestion par rapport à ça. Je signale encore deux choses, l'eau 1 et les autres lots, pas du tout la même fin d'hiver, la même fin d'automne, à savoir que dans les lots 2, 3 et 4, il y a une grosse rupture de ponte, un gros arrêt de ponte, c'est pas une rupture de ponte, c'est un arrêt de ponte qui avait commencé à une visite d'octobre qu'on avait effectuée. Donc pas du tout la même dynamique non plus d'arrière-saison sur le Varroa, alors que dans le lot 1, qui était en présence de cultures intermédiaires, de couvre-sol, on avait des quantités de couvain qui étaient encore relativement importantes en octobre. Là, on avait fait des visites entre le 16 et le 20 octobre. Donc il y avait vraiment une dynamique qui n'était pas du tout la même. Et on voit sur l'impact Varroa que ça n'a pas été le même du tout non plus. Donc les environnements sont importants. Donc, ce qu'on retient, c'est quand même, au final, on parle de l'immunité globale de la colonie, dont la reine est quand même le pilier. Euh, des parcours de colonies qui vont influencer quand même cette immunité au final, hein. On voit bien qu'on n'a pas du tout les mêmes impacts à partir soit des parasites, soit des virus qui vont être liés aux parasites en fonction des parcours. Donc, âge et qualité de la reine, obligatoirement, il y a des choses qui sont à creuser. Et
que penser de l'élevage dans des colonies à risque? Donc du reméage éventuellement naturel dans des colonies qui ont été infestées. Donc les apiculteurs qui s'aperçoivent parfois déjà très, très précocement en saison, après des essaimages, qu'il y a déjà des anomalies de couvain. Ben, je pense qu'il faut se poser la question, aller compter les varrois, c'est sûr, et puis après se poser la question aussi de ce qui s'est passé sur ces colonies. Donc si on peut revenir en arrière et bien se souvenir de tout ce qui a pu se passer. Donc, nutrition avec qualité et quantité qui sont quand même importantes. Alors, attention, alors je ne vais pas dire des excès de nutrition, mais attention à la fin de saison aussi et avec les redémarrages ou les entretiens de couvain tardivement, parce qu'il y a justement une belle arrière-saison et qu'il y a éventuellement des rentrées pour les abeilles qui sont stimulées à entretenir du couvain tardivement. Ça aide pas pour lutter contre varroa quand les populations hivernales sont prêtes. Et enfin, et ça c'est quand même la clé de voûte, je le dis en dernier, mais pour réinsister, attention aux gestions tardives et aux seuils d'infestation qui doivent être bas toute la saison. Et typiquement, dans ce cas-ci, si on vous montrait les colonies par colonies, ce qu'on a trouvé sur les colonies, ben, vous verriez qu'on a des grosses différences quand même sur les pré-comptages sur les colonies qui étaient fortement infestées au point de départ. Donc, on en revient toujours à cette idée et qui va me faire un peu la transition sur le deuxième cas, c'est que la gestion de la saison précédente, ça vous le savez tous, hein, que Varroa, pour l'année N, elle se traite en N-1 dès l'automne précédent, voire toute la saison d'avant. Et je vais insister sur la saison dans le deuxième cas. Alors, le deuxième cas, ce sera un peu plus rapide parce que là, j'ai moins de données. Donc, là, c'est typiquement un apiculteur qui avait eu une visite PSE par un TSA et le TSA m'a rappelé, sous demande aussi de l'apiculteur, pour qu'on organise une visite vraiment détaillée parce qu'il y avait des anomalies de couvain qui avaient été relevées et l'apiculteur avait noté quelques problématiques et même depuis un certain temps. Alors, on l'a intitulé Échec d'une gestion zootechnique, impact en saison. Donc, vous allez voir qu'on va parler justement des cadres mâles ici, mais pas que. Alors, donc, c'est encore un apiculteur plus réactif là, qui avait appelé, bon, toujours en Pays de Loire, hein, de toute façon, moi je suis dans le 49, donc voilà, c'est dans le 49. 80, 100 colonies en routine, mais des grosses pertes à l'hiver 2023-2024. Donc, 35 colonies au moins qui avaient été perdues. Et quand on a fait la visite, vous verrez que la visite a été faite fin mai, il y avait plus ou moins 67 colonies qui étaient présentes. Parcours classique, toujours du printemps-été, colza un petit peu. Alors, je vais parler de l'environnement un petit peu, je vais le détailler parce que ce secteur-là, j'étais déjà intervenu et on a parfois des moments, en plus de 2024 qui n'étaient pas très bons, on a parfois des moments où les rentrées se font un peu rares et ça impacte un peu le dynamisme des colonies. Donc, on en parlera. C'est un apiculteur qui fait du piégeage dans le couvain mâle, donc ça, il a bien compris l'intérêt. Malheureusement, il y a des retraits qui sont irréguliers. Alors, à la fois par oubli, c'est arrivé une fois par oubli. Par contre, aussi, malheureusement, il a eu un souci de santé qui a fait qu'au printemps, il a pas pu enlever ses cadres. On va y revenir. Rennes 2023-2024, il suit ses colonies, fait du reméage en achetant des cellules royales à l'extérieur. Il y a un peu de reméage naturel aussi en cas d'essaimage, mais voilà globalement comment il fonctionne. Et évidemment, pas ou peu de récolte en 2024. Non seulement en mauvaise année, mais on va voir aussi que de toute façon, les colonies n'étaient pas aptes à produire. Donc, ce qui a alerté l'apiculteur aussi, c'est qu'il y avait cette baisse de production qui était rapportée, mais pas uniquement en 2024, mais déjà depuis un an ou deux, il trouvait que les colonies n'avaient plus le dynamisme de ce qu'il avait connu quelques années auparavant. Et donc ça l'interrogeait. C'est aussi ce qui avait accéléré la tenue de la visite PSE. Alors, historique des colonies et le parcours de traitement. Donc on est remonté, là pour le coup en faisant la visite, d'où l'importance de connaître, parce que pour le coup l'apiculteur notait quand même bien ce qu'il faisait sur les colonies. Donc on avait le traitement classique, on va dire, donc il fait partie du PSE et donc il prenait les traitements qu'on effectue, donc lanière d'amitrase qu'il avait posé 11 semaines du 5 août au 16 octobre 2023. Mais peu ou pas de visite, dans le sens les lanières n'étaient pas redéplacées régulièrement, voire pas redéplacées du tout. Donc ça, c'est un premier point. Alors quand on était à chercher plus loin, en regardant dans le registre qui était très bien rempli, il y avait des retraits de cadres mâles qui étaient parfois effectués tardivement. Alors 40 jours après la pose du cadre, donc obligatoirement les mâles étaient nés, et puis il y avait eu potentiellement de la production de varroa qui pouvait se retrouver dans la colonie. Donc ça, c'est un premier point.
Apiculteurs qui utilisaient de la mitraze au furet, qui avait été formé par voilà, par des personnes qui utilisaient cette technique, hein, qui est hors AMM. On rappelle que c'est interdit, mais voilà. Mais on va y revenir aussi, ça va avoir son importance. Donc, acide oxalique, depuis un an ou deux, il essayait de refaire de l'acide oxalique, hein, suite aussi au conseil. C'est ce qu'on conseille chez nous en hiver, le traitement hivernal. Bon, peut-être un peu tardif chez nous, mais à voir. Mais c'est vrai que 2023-2024, on avait conseillé de traiter vers le 15 décembre. On avait eu un peu des refroidissements à ce moment-là, mais chez nous, c'est toujours on a toujours dur d'avoir un arrêt complet de couvain. Printemps, il s'est passé un événement de santé qui a fait qu'il n'a pas pu retirer les cadres de couvain mâle qui étaient posés dans les colonies. Donc là, c'est la deuxième problématique. Il y a du couvain mâle qui est resté aussi, qui était présent pour retirer théoriquement, mais qui n'a pas été retiré. L'anomalie a été constatée au niveau du couvain lors de la visite le 21 mai par le TSA qui a rappelé et on a programmé une visite le 28. Entre deux, l'apiculteur a refait du furet. Bon, là, je lui avais pas dit de faire ça, hein. On avait dit d'attendre et de se voir. Par contre, il a retiré il a coupé tout ce qui était mâle était coupé quand on est passé à la visite du 28 mai. Il avait retiré. Donc, en gros, ce qu'on ressort, c'est augmentation des pertes hivernales, quand même au moins 35 colonies qui étaient mortes cet hiver-là, et des colonies, pour le coup, suite à la visite du TSA, qui étaient en dépopulation et avec des anomalies marquées de couvain que le TSA a montré à l'apiculteur, qui s'inquiétait fortement là pour le coup. Donc on a visité deux ruchers, même constat plus ou moins dans toutes les colonies, mais dans des proportions variables. Il y avait des ruches, des divisibles et des ruchettes. On a ouvert 18 colonies. Alors quand je dis 18 ouvertes, c'est rapidement pour faire une évaluation des réserves, des populations et des couvains, mais de manière assez rapide. Et par contre, on a décortiqué 7 colonies complètement avec des comptages de varroa à l'alcool qui ont été effectués. Et quand je dis décortiquer complètement, c'était en vue de faire des prélèvements éventuellement. On a ciblé surtout une colonie pour essayer de faire des prélèvements et de voir un peu ce qui se passait aussi en termes de virus, hein. Vous allez voir, c'est ça qui nous intéressait aussi. Même si là, pour le coup, on va voir que Varroa était quand même déjà bien identifié. Alors, l'environnement est mixte. J'ai quand même mis, j'aime bien cet outil-là, la Bee Gees, qui est fourni par l'ITSAP, pour voir un peu. Je vous disais, c'est un environnement qui est pas inintéressant, mais malheureusement, encore une fois, 2024 était compliqué. Et par contre, surtout des prairies permanentes et des céréales. Donc, voilà, ça peut provoquer, comme je vous disais, des petites carences à certains moments, déjà de par ça. Mais voilà, il y a quand même du colza, et puis après du maïs. Enfin voilà, c'est un environnement comme on peut trouver chez nous. C'est périurbain, donc on n'est pas loin quand même de zones urbaines pas très éloignées. Il y a beaucoup de ruchers aux alentours. Ça, je le note parce qu'on est dans une zone apicole où on connaît pas mal d'apiculteurs qui sont dans ce secteur-là. Donc vous voyez les trous un peu sur les palettes, hein, les colonies malheureusement qui étaient mortes sans doute pendant l'hiver. Ça fait des trous. Donc visite, les constats, ben, pas de miel dans les hausses. En tout cas, quand il y avait des hausses sur les colonies, on peut voir là, mais il y avait une ou deux colonies qui avaient quand même une hausse, voilà, qui paraissait un peu plus forte, mais il n'y avait pas de miel dedans. Il y avait des nourrissements qui avaient été effectués récemment sur les colonies qui n'en avaient pas. Le miel était malgré tout en quantité faible, voire à très faible. Clairement, il y avait du nourrissement à refaire, mais ça, l'apiculteur le savait, hein, il avait bien vu, c'était compliqué. Pollen ne posait pas de problème majeur, quantité moyenne à forte, donc on n'était pas en carence de pollen, mais en tout cas ça débordait pas, mais on n'était pas en carence non plus. Des populations moyennes à fortes, alors j'insiste, on a visité sur un temps qui était couvert, il pleuvait pas, mais c'était couvert et on ne peut pas dire qu'on était en pleine activité de butinage, donc ça tronque quand même les visites. Donc vous voyez le cadre qu'on sort là, où il y a du couvain mâle qui avait été fraîchement prélevé donc juste avant. Je rappelle qu'il y avait eu aussi la mitrase au furet qui avait été effectuée juste avant. C'est important quand même pour ce que je vais dire après. Donc tout ça fait qu'on surestimait peut-être un peu quand même le niveau de force des colonies. Et je rappelle qu'il n'y avait aucune colonie ou très peu de colonies qui avaient d'abeilles dans les hausses, hein. Vraiment, les abeilles étaient dans le corps et elles étaient partitionnées. Ça, c'est important aussi. L'apiculteur, suite au conseil aussi du TSA, et je pense qu'il le faisait de lui-même, il avait partitionné les colonies pour essayer de les resserrer au maximum et essayer de les redynamiser un peu de ce point de vue-là. Donc les constats, il y avait quand même au fond des colonies quelques adultes avec des ailes en croix. On avait suspecté du virus de la paralysie aiguë. Vous verrez qu'on l'a pas découvert, on l'a pas mis en évidence.
quelques rampantes au fond des ruches. Après, ça pouvait être aussi des abeilles qui commençaient à dépérir, hein. Il y avait une dépopulation, et il y avait vraiment des impacts quand même de santé. La ponte était régulière et serrée quand même. Donc, typiquement, les rennes, bon, voilà, ici, on avait un exemple où la ponte était quand même pas si mal que ça. Par contre, vous voyez le couvain qui était fortement affaissé sur parfois des quantités importantes. Donc, on voit là des opercules qu'il faut aller investiguer quand vous avez ce genre de choses, par rapport ici à des opercules qui sont quand même bien bombés. Donc, ça doit toujours attirer votre attention. Et quand on recherchait, on trouvait des nymphes mortes à différents stades. On avait aussi du SBV, du sac brood. Et on voyait des varroas en désoperculant. Alors typiquement, varroa en désoperculant, j'en tire aucune conclusion, hein. C'est pas parce que vous trouvez un varroa dans une cellule d'ouvrière ou de mâle que ça donne un constat de varroose, hein. Donc on a fait des comptages par contre. Alors vous voyez là, pour le coup, les comptages. Donc je vous dis, il y en a un qui n'était pas significatif, c'était la colonie qui était effondrée. Je dis pas significatif, j'ai pas trouvé de varroa, certes, sauf que la colonie était en effondrement et en général, c'est des choses qui peuvent aussi tronquer typiquement les comptages. Donc, par contre, les autres colonies, qui étaient des colonies certes symptomatiques, mais avec quand même du couvain ouvert, du couvain fermé. Donc, il faut choisir les colonies quand on fait les comptages sur des colonies qui ont un dynamisme quand même intéressant. Et vous voyez les comptages de varroa, 4, 5, 6 varroas par 100 abeilles. Donc, ça faisait quand même des charges importantes de varroa. Je vous rappelle qu'on est au mois de mai. Même 2 varroas, là, au mois de mai, ça commence quand même à compter. Le varroa est en pleine expansion à ce moment-là. Donc, majoritairement, les colonies, il y avait des infestations varroa importantes. Et je vous rappelle qu'il y avait eu du retrait de couvain mâle donc juste avant et une application d'amitrase au furet 3 fois à 2 jours d'écart avant qu'on ne passe. Donc ça en dit long sur aussi ce que pouvait faire l'amitrase. On s'est aperçu après coup que potentiellement il pouvait être périmé aussi. Alors, résultat d'analyse, donc on en revient, on a prélevé une colonie qui était, alors la fameuse colonie qui était en effondrement, on l'a quand même prélevée. Donc, sur les abeilles vivantes, bizarrement, on n'a pas trouvé le DWVB sur les abeilles vivantes dans les colonies, on était un peu surpris. On l'a trouvé par contre, là pour le coup, très fortement sur le couvain, sur les nymphes qu'on avait désoperculées, qu'on avait envoyées en analyse. Et on en revient à cette reine. Donc là, c'était une reine de mémoire de 2023 qui avait passé l'hiver, mais qui était en phase dans cette colonie en effondrement. Et sur la reine, on a retrouvé de nouveau les 3 virus que j'ai déjà cités dans le cas précédent. Elle était de nouveau impactée. Alors, vous allez me dire, portage, risque de transmission verticale quand même. Là, la reine n'avait pas essaimé pour le coup, hein. C'était la reine qui était d'origine. Mais donc, vous voyez le niveau de virus qu'il pouvait y avoir dans la reine. Alors, on a quand même poussé un peu plus loin aussi, comme il y avait quand même vraiment des gros impacts, on a voulu voir un peu, comme on avait retiré, l'apiculteur avait retiré du couvain mâle, on a prélevé les cires pour voir un peu, honnêtement, on se posait la question de la qualité des cires sur du fraîchement retiré, on va dire. Et on a regardé un peu, ce qu'on a surtout retrouvé, c'est les résidus DMF et DMPF, c'était les résidus de dégradation de la mitrase. Comme il avait été appliqué récemment, ben, on pouvait expliquer un peu cette contamination sur des cires relativement fraîches. Il y avait quand même, à des taux bon, relativement bas, mais ils étaient quand même présents, quelques fongicides. On est dans un environnement agricole, donc voilà, on retrouve. Et je rappelle que c'était des cires quand même plutôt récentes, hein, couvain mâle qui était posé, enfin du couvain à bâtir en mâle qui était posé depuis le printemps et qui n'avait pas été enlevé. Propargite, bon, on la retrouve très régulièrement pour ceux qui font des analyses de cire, ils la voient très régulièrement. C'est un produit qu'on n'utilise pas théoriquement en France, mais qu'on retrouve très régulièrement dans des cires âgées. Là, c'était des cires neuves. Donc, d'où venait cette propargite? Donc, est-ce qu'il y a une contamination à partir de restes de cire ou pas? Je n'ai pas d'idée. Mais donc pour les cires, ça donnait ça. Voilà, c'est des analyses qu'on trouve régulièrement dans des cires de corps. Pour les nymphes de mâle, on a poussé jusqu'aux nymphes de mâle quand même et on n'a pas trouvé de résidus. On voulait quand même voir un peu quel impact pouvait avoir, encore une fois, l'environnement ou voir si on retrouvait l'amitrase quand même, hein, qui est pas anodin quand il est mal utilisé sur les mâles, mais on n'a pas retrouvé de résidus. Donc en termes d'impact environnemental ou d'intrants, on n'a quand même pas été conclure de ce côté-là. Donc on est typiquement, vu les cliniques et vu l'aspect du couvain, on est typiquement sur une varroose en saison. Bon, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais typiquement c'était ça, avec un cumul de facteurs de risque qui ont favorisé le développement du parasite.
mais pas que sur une saison. Si on regarde, les pertes avaient déjà commencé avant. Il y avait déjà quand même l'apiculteur qui notait cette faiblesse de production qui commençait à s'installer, alors que on avait eu des années qui n'étaient pas si mauvaises que ça les années précédentes en termes de récolte de miel. Après, il faudra qu'ils voient l'environnement aussi hein, en termes de récolte, mais typiquement, il y avait ça. Voilà. Dans les facteurs de risque, ben, il y a évidemment le piégeage couvain mâle. Si on oublie de le retirer ou si on ne le fait pas au moment clé, ben, ça peut vite devenir un multiplicateur de varroa dans les colonies. Donc ça, il faut faire attention quand on met en place de la zootechnie de ce type-là. Ben, tout échec peut vite venir problématique pour les colonies. Je pense aux éleveurs hein, qui font éventuellement parfois des ruches à mâles, des bancs à mâles. Il faut vraiment avoir en tête cette problématique-là et de faire attention parce que si on veut des mâles de qualité, il faut aussi que varroa ne les impacte pas. C'est un autre aspect des choses. Et si je reviens, bon, il y a les viroses, on les a identifiées, ça on sait bien qu'elles accompagnent varroa. Donc je rappelle que la reine était encore une nouvelle fois impactée. Enfin, l'utilisation au RAMM de la mitraz depuis un certain nombre d'années, donc là, j'ai pas tous les délais, de manière quand même pas correcte à tout point de vue. Attention aux résistances qui pouvaient être suspectées par rapport à cette utilisation, parce que en gros, on injecte du produit à bas bruit avec des doses qui sont pas respectées et qui vont pas obligatoirement tuer le varroa de la bonne manière, mais qui pourraient l'aider à se sensibiliser à devenir résistant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on va quand même parler un peu de la gestion. Ben, gestion varroa en urgence, on a identifié du varroa, bah, pas de récolte possible hein, dans l'immédiat. De toute façon, les colonies, c'était foutu. On était le 28 mai, il n'était pas question. Et puis, la saison, c'est de toute façon pas prêtée au final à la récolte pour cet apiculteur-là. Euh, En plus, il y avait eu des applications quand même de produits, de médicaments au AMM. Donc, moi, je pense que c'était un peu problématique aussi. Donc l'idée, c'était trier les colonies et éliminer les plus faibles ou les trop atteintes. Ça a été un premier point important. Donc il y a d'autres colonies sur les 67 qui restaient qui ont été dégagées parce que de toute façon trop faibles, celle dont je vous ai parlé, là, qui est restée sur trois cadres, elle est partie. Les colonies moyennes à fortes, on a pratiqué un retrait de couvain. Donc en gros, on a fait un genre de mise en essaim nu avec une partie essaim nu qui gardait la reine et les abeilles qui étaient sur place et qui redémarrait sur deux cires neuves et une réserve. Il y avait ce qu'il y avait de réserve en pollen dans les colonies qui en avaient, on l'utilisait. Et avant que les cires soient allongées et que le couvain soit operculé, on appliquait un acide oxalique avec un MM sur la partie nue, du nourrissement pour l'aider à redémarrer. De toute façon, il y avait besoin de nourrir, donc ça c'était important. Alors je dis comptage demandé, alors pas sur ce moment-là, mais j'avais demandé à faire des comptages plus en fin de saison, mais je ne les ai pas obtenus, j'en reparlerai sur le bilan. Sur la partie couvain, si on notait un impact, donc après tri, et si l'impact était limité en termes de couvain, on gardait des couvains qui étaient 4 ou 5 4 qui étaient couverts d'abeilles et qui permettaient quand même de garder le couvain, des réserves, et éventuellement on utilisait un acide formique, comme je vous ai expliqué 7 jours là, dans l'étude précédente, dans le cas précédent, pour essayer, je vous rappelle que l'acide formique est un des médicaments qui peut tuer les varroas dans les cellules, pour essayer de nettoyer un peu les colonies, et l'idée c'était de faire remérer les colonies après coup. Donc, on détruisait l'élevage royal et on redémarrait derrière avec une cellule royale pour essayer de redémarrer quand même sur du neuf. Bon, on va discuter de ça aussi, hein, faire un élevage dans des colonies qui sont impactées comme ça, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Alors, ensuite, parce qu'il y a quand même eu une suite, ben, traitement d'été, hein, en changeant de molécule là pour le coup. Alors, clairement, il n'était plus question d'utiliser de la mitrase. D'abord, nous, on était sur une année d'alternance. Et en plus, vu les pratiques et l'application forcenée d'amitrase à toutes les sauces, là, clairement, on a fait autre chose. On aurait de toute façon fait autre chose. Donc, en l'occurrence, on a fait de la flumétrine. J'ai rappelé, j'ai pas eu de nouvelles à l'automne, donc j'ai rappelé fin novembre, début décembre pour quand même voir un peu ce qui s'était passé. Il a réussi à finalement à hiverner 80 colonies en profitant d'une bonne arrière-saison, je sais pas, bon, dans différentes régions que vous représentez, mais nous en fin de saison, on a quand même eu des choses intéressantes en termes de rentrée, notamment du sarrasin dans certains secteurs. Et il a hiverné ses colonies sur 6 cadres et avec des très belles réserves de miel, voilà. Alors, l'apiculteur, je vous le cite, hein, mais il était content des essaims nus. Vraiment, il a trouvé une dynamique redémarrage en cire neuve,
l'acide oxalique et le redémarrage, c'est vraiment bien fait avec des colonies qui ont bien poussé. Il était déçu de la partie couvain, acide formique. À voir le choix qui était fait, encore une fois. Est-ce qu'il y avait assez d'abeilles? Est-ce que les couvains n'étaient pas trop impactés? Voilà, il y a des tas de choses qu'on pourrait se dire. Bon, je note quand même qu'en partant de 67 colonies, plus, à mon avis, toutes celles qu'on a déjà éliminées, puis finalement, il arrive à se retrouver à 80 colonies. Il s'en est pas si mal tiré que ça, on va dire. Je pose une question sur la gestion des rennes, hein. Que faire dans ces cas-là? Parce que je pense que ça aurait mérité, quelles que soient les colonies, ça aurait mérité qu'on change les rennes de toute façon à un moment ou à un autre pour éviter, encore une fois, ce portage qui persistait dans les colonies. Donc, ce qui était à retenir par rapport à ça, alors un peu dans le désordre, hein, mais toujours se souvenir des risques de ce qui s'est passé l'année précédente en termes de gestion. Donc pensez bien que quand vous visiterez vos colonies là au printemps, là on y arrive, là, on discutait un peu avec Abderrahim, ben, on commence à aller voir un peu les colonies, hein, et voir un peu ce qui se passe, les réserves, le développement et ce qui a survécu déjà aussi. Donc c'est toujours intéressant maintenant. Donc pensez bien à ce que vous avez fait l'année d'avant et qui aurait pu malheureusement avoir un impact sur la saison d'après, ou au contraire qui aura favorisé votre démarrage de printemps. Attention dans ce cas-ci à éviter toute action qui va favoriser la multiplication du parasite. Donc vous avez compris pour les cadres à mâles, c'est pas une mauvaise technique, c'est une bonne technique. Il y a Gwenaël Delamarche là, qui avait fait une belle étude là-dessus aussi, sur le dynamisme sur les cires, du retrait de couvain mâle et sur quand même la production de miel, etc. Donc sur l'impact varroa, c'est validé aujourd'hui quand même qu'on peut limiter quand même la croissance du varroa. Moi j'aurais tendance à dire, je pense qu'on pourrait même limiter l'apparition des signes cliniques grâce à ce genre de technique, pour l'avoir vu là, chez l'apiculteur pro qui fait ça. Donc c'est intéressant, mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier d'enlever les cadres. Donc examen régulier des populations et des couvains, parce qu'au final, c'était ça le signe d'alerte. C'était déjà présent, hein. À mon avis, dès le printemps, il y avait des problématiques. Mais souvent, il faut reformer les apiculteurs à cet examen des couvains et à les désoperculer quand il y a des doutes, et à faire des comptages. Donc soyons dans le préventif avec des comptages. Vous voyez bien la différence aussi entre les deux cas. On s'attend à des problèmes quand on compte, ou en tout cas on peut les anticiper, et sinon on tombe dans le curatif, et le curatif en matière d'abeilles, ben, c'est toujours compliqué, et obligatoirement ça impacte les récoltes, les productions, et toute la dynamique d'une exploitation. Quand c'est des gens qui en vivent, c'est quand même problématique. Donc le dernier point, ce sera la prise en compte du risque qui est lié aux rennes. Donc je vous ai dit cette étude de Chapman et l'impact que les virus peuvent avoir quand même sur l'immunité des rennes et sur quand même tout ce qui peut ressortir en termes de reproduction. Combien d'apiculteurs on n'entend pas aujourd'hui se plaindre quand même de colonies orphelines, de colonies qui tentent de se remérer, qui n'y arrivent pas, d'échecs de remérage, etc. Donc ça, c'est un point pour travailler quand même avec quelques pros qui font de la sélection ou de l'élevage. Vraiment, pour moi, l'atelier élevage a une part entière, a une part complètement à part même en termes de gestion varroa, et ça doit être vu de manière vraiment très, très pointue, et il ne faut pas laisser varroa évoluer dans cette partie-là, sinon on risque d'avoir des problématiques quand même sur les rennes. Ça pourrait faire l'objet d'autres discussions. Donc je vous remercie en tout cas d'être encore une fois venus si nombreux. Et puis bah, s'il y a des questions ou des échanges, je me tiens à votre disposition. Je vais laisser la main à Raïm pour reprendre. Merci beaucoup Gérald pour toutes ces explications. Je vois qu'il est déjà 19h30, donc on va essayer de prendre quelques questions. Il y en a un petit peu. Je Pas de vais souci. essayer de jongler entre le chat et les questions-réponses. Pour ne pas perdre de temps, je vais commencer directement avec la question de Monsieur Tetamonti. Alors, avec des traitements combinés acide oxalique d'égouttement au printemps, amitraz lanière en fin de saison et acide oxalique sublimation fin d'hiver, combien de traitements d'acide oxalique peut-on se permettre par saison, enfin par saison et par an, enfin plutôt par saison. Ben, globalement, moi j'aurais tendance à dire, si on s'en suit à certaines AMM, c'est un traitement par saison. Il y en a qui disent c'est un traitement par génération de rennes. Je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des bio. Je vais vous parler pratique, hein. Globalement, je vais prendre l'exemple en filière biologique où ils utilisent beaucoup l'acide oxalique.
Aujourd'hui, moi, je connais certains bio qui peuvent appliquer jusqu'à 4 fois par an de l'acide oxalique en visant du hors couvain, par contre. Ça, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, traitement de printemps parce qu'il y a des charges déjà importantes, donc mise en essaim nu et redémarrage avec un acide oxalique. L'encagement, qui est réalisé en traitement d'été avec deux traitements, souvent d'acide oxalique à 3-4 jours d'écart, 4-5 jours d'écart, ça fait partie des préconisations. Et très régulièrement, il y a un traitement hivernal qui est fait aussi. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que pour l'acide oxalique, il faut surtout être hors couvain. Utiliser de l'acide oxalique alors qu'il y a il y a du couvain, c'est là où je pense qu'on fait un coup d'épée dans l'eau et que c'est une problématique, à mon sens. J'espère que ça Oui. répond à la question. Si, si monsieur est Monty est encore là, et s'il peut rajouter d'autres questions, sinon je passe de l'autre côté. Euh, Quelle serait la différence symptomatologique, enfin en termes de symptômes, entre le DWA et le B? Euh, Bonjour Catherine, que j'ai reconnue. Euh, DW, en fait, il y aurait pas de différence sur le principe. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, le virus des ailes déformées qui est surtout présent en France, c'est DWVB. On trouve majoritairement celui-là, même si là, sur un des cas, on a trouvé du A. Majoritairement, ce sera du B qu'on va découvrir. Simplement, c'est une évolution des virus. Vous savez qu'il y a des mutations aussi. Voilà, les virus peuvent muter. Vous connaissez la grippe, hein. Vous avez vu les problématiques. Ben, le virus, c'est la même chose. Et donc, cliniquement, pour moi, il n'y aura pas de différence. Même si avant, si on s'en tient à ce qu'on voyait avant dans les colonies, on avait tendance à voir plus d'adultes aux ailes déformées, je trouve. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille quand même en apiculture. Et je trouve qu'au tout début, enfin, en tout cas de ma propre expérience, on voyait beaucoup de colonies parfois en fin de saison avec des abeilles aux ailes déformées encore traînantes devant les ruches, etc. Et aujourd'hui, vraiment, les atteintes de couvain sont beaucoup plus importantes. Je pense que pour moi, ça, c'est une évolution clinique. Et c'est là où j'insiste, il faut aller voir les couvains, en fait. Vraiment, ça, c'est hyper important. OK? Et on va prendre une autre question. Euh, Si j'essaie de gérer les différentes questions, il y en a un petit peu. Bon, il y a la question et il y a le commentaire de Michel Potier qui était derrière. Pourquoi ne pas utiliser l'expression traitement de rattrapage et dire plutôt traitement d'hiver? Donc, ça, J'ai je te précisé. laisserai, ouais, je te laisserai commenter un peu plus tard. Et il y a Monsieur Guevard qui parle, donc il demande qu'est-ce que le traitement au furet? Donc, Ben, en fait, on va pas en parler. Bon, ben, bon, ben, enfin, historiquement, le furet, c'était pulvérisé de l'amitrase sous forme liquide dans les colonies. Donc, c'est une fumigation, mais qui a une utilisation au AMM de l'amitrase. Et la problématique, c'est qu'on dose pas vraiment, même si c'est dit qu'on dose, on ne peut pas donner. C'est un genre de traitement flash, hein. Et le souci, c'est que, encore une fois, en termes à mon avis, ça fait partie des pratiques qui ont aussi favorisé l'apparition de résistance à de la. résistance, absolument. Ça, on est d'accord. Pour répondre à Michel parce que je sais qu'il accorde beaucoup d'importance et il a raison d'accorder de l'importance à ça. Rattrapage ou traitement hivernal, clairement, aujourd'hui, il faut parler de traitement hivernal. En fait, on fait un traitement hivernal pour encore une fois, baisser encore plus la charge parasitaire résiduelle qui pourrait rester dans les colonies après vos traitements d'été et pour redémarrer la saison avec un nombre de varrois le plus limité possible encore. Alors que si on parlait de rattrapage, ça voudrait dire j'ai échoué dans mon traitement d'été, je vais essayer de rattraper. Et ça, c'est pas le cas du tout. Michel a raison d'insister là-dessus, dans le sens où on ne rattrape pas des colonies qui ont été mal gérées à l'automne. Malheureusement, si l'impact viral est là, s'il y avait encore trop de varroa parce qu'on Mm. a commencé trop tard et que, rappelez-vous, hein, que les traitements, c'est 90 à 95% d'efficacité de toute façon. Donc s'il reste de toute façon de trop de varroa, qu'il y avait trop de varroa au point de départ, s'il y a eu un impact sur vos hivernantes, c'est pas le rattrapage qui va les sauver. Par contre, un traitement hivernal vous permet de redémarrer des colonies bien gérées à l'automne précédent, avec encore moins potentiellement de varroa dont elles auraient pu se recontaminer.
potentiellement, hein. Voilà, en fin de saison, vous avez des belles journées, des ruches qui se font piller, qui ont été mal gérées. Pensez toujours, varroa, c'est une lutte collective. Si vos voisins ne gèrent pas varroa, ça peut être embêtant, etc. Donc c'est hyper important, quoi. D'accord? Je vais juste, parce que je l'ai en face des yeux, mais arrêt de ponte et rupture de ponte. Arrêt de ponte, ce sera plus parce que la reine arrête de ponte parce que vous avez un événement qui va faire, alors ça peut être une mielée bloquante, là c'est un blocage de ponte, ou parce qu'il y a une disette, hein, arrêt de pollen, arrêt de nourriture, etc. Et potentiellement, on va avoir une baisse de ponte, un arrêt de ponte aussi éventuellement. Rupture de ponte, c'est plutôt quelque chose qu'on cherche à produire enfin, moi j'aurais tendance à dire artificiellement, suite à un encagement par exemple, ou à un essaimage, vous allez avoir une rupture. Il y a un arrêt de ponte, c'est sûr, mais ça provoque une rupture de ponte qui nous permet à un moment d'avoir un hors couvain, quoi. Voilà. Euh, la nuance est légère, mais c'est ça un peu la différence entre les deux. Alors, il y a une autre question enfin, qui me saute aux yeux et qui me paraît intéressante aussi d'adresser. C'est comment gérer le varroa dans les ruches à mâles tout au long de la saison? Que faudrait-il faire au printemps pour éviter l'investation à l'été, retrait de couvain à mâle? Enfin, voilà, c'est une question mixte, mais surtout la gestion du varroa dans des ruches à mâles. Ben, typiquement pour les ruches à mâles, à mon avis, ça c'est quelqu'un qui élève. Oui. Ça va dépendre comment vous gérez en fait la banque à mâles. Soit vous prenez des cadres à mâles, vous avez des ruches à mâles vraiment qui vont vous servir à ça et vous démultipliez dans certaines ruches. Ou alors vous avez aussi le système justement de prélèvement dans des ruches souches, de prélèvement de cadres à mâles et de création de cadres à mâles avec beaucoup d'ouvrières en plus. Mais donc là, c'est plus des gestions ponctuelles, parce qu'une fois que les mâles seront nés, auront joué leur rôle, potentiellement, derrière, on peut redémarrer sur autre chose. Par contre, si vous avez des ruches à mâles permanentes, avec un entretien vraiment de couve à mâles, pour moi, alors je réponds en même temps à la question, est-ce qu'on peut utiliser des lanières, est-ce qu'on peut traiter fin février, début mars avec des lanières de varroa? Moi, j'ai tendance à dire que je préfère à partir du printemps, partir en zootechnie, en biotechnie et à utiliser des acides organiques, ou en tout cas toute molécule qui ne sera pas des lanières de traitement de longue durée, pour pas démultiplier les risques d'apparition de résistance. Faut toujours utiliser les mêmes molécules tout au long de la saison. Et donc, j'en viens à ça. Pour les mâles, c'est la même chose. Et j'aurais plutôt tendance à utiliser des acides organiques à certains moments quand il n'y a plus de couvain. Euh, donc un acide oxalique quand il n'y a plus de couvain, si on a des bancs à mâles qui sont en fin de parcours, ou alors éventuellement alors l'acide formique, mais la question qui m'est souvent posée, c'est l'impact de l'acide formique sur les mâles, et ça, j'ai pas la réponse, mais ça pourrait être une des solutions éventuellement envisagées. Mais voilà, il y a différentes possibilités par rapport à ça. Je prendrai une autre question qui me semble assez intéressante, surtout au vu de l'année qui vient de connaître Gérald. Il y a Monsieur Pichino qui pose la question, qui dit, je n'ai pas de perte hivernale notable, mais plutôt une augmentation de pertes en saison ces dernières années-ci, par des colonies qui n'arrivent pas à se remérer, qui n'arrivent pas à se remérer, et donc, l'apiculteur ne fait pas d'élevage. Et est-ce qu'il y a des suspicions de virus ou de pesticides? De toute façon, il faut investiguer si vraiment il y a des problématiques. Là, on vient de voir que la transmission des virus, c'est pas une légende et il y a du portage même sur les rennes. Donc, en remérage naturel, on peut imaginer qu'une colonie, c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message aussi, une colonie qui va élever une reine dans des conditions sanitaires embêtantes sur le couvain, potentiellement, que va-t-il se passer sur la reine? Et on connaît d'autres virus, hein, pour ceux qui connaissent la maladie noire est aussi une virus où il y a une sensibilité des rennes et une transmission verticale par les rennes qui est connue. Donc, les virus transmis par les rennes, ça, c'est une certitude. Donc, je pense qu'il faut déjà répondre à cette première partie de questions. La deuxième, c'est varroa. Donc, je vous invite à faire des comptages de varroa. Même si vous n'avez pas de perte, c'est très bien. Mais faites des comptages de varroa et voyez un peu les démarrages de saison et ce qui va se passer avec ces démarrages de saison et les quantités de varroa que vous allez avoir et peut-être l'impact alors qu'il pourrait y avoir
par la suite sur l'hermérage. Et enfin, malheureusement, alors on ne parle pas des pesticides aujourd'hui, des produits phytopharmaceutiques, mais on sait qu'on peut avoir, j'ai vu des cas de mortalité de nymphes, d'ouvrières en quantité vraiment hyper importante, avec des suspicions d'exposition, enfin c'est même pas des suspicions, parce qu'il y avait exposition à des fongicides ou ce genre de choses. Et clairement, on se pose des questions quand même sur l'impact de ces produits-là. Enfin, on se pose même plus des questions. On sait que ça peut avoir un impact sur la nymphose, etc. Donc, on a validé hein, des cas comme ça. Donc, évidemment que ça peut avoir un impact sur les rennes aussi. Juste, Rahim, donc traitement printanier si comptage en sortie d'hivernage au-dessus du seuil acceptable. Typiquement, ça fait partie du tri des colonies. Ça, c'est intéressant comme question aussi. Ça fait partie du tri des colonies à effectuer quand vous faites vos comptages printaniers. En gros, soit elles sont bien, je les oriente sur la première récolte possible, soit elles sont à des taux élevés. Et là, je vais avoir ma zootechnie qui va venir. Et donc, ça peut être un retrait de couvain éventuellement si les couvains sont impactés avec un traitement, par exemple, acide oxalique, ou pourquoi pas un acide formique aussi. Les températures vont commencer à devenir intéressantes. Il faut au moins 11 degrés pour l'acide formique. Donc, ça peut être éventuellement une solution. Et après, derrière, attention, peut-être un remérage, justement, gérer les rênes quand même derrière, etc., quoi. OK? Très bien. Encore peut-être une petite dernière. Euh, je pense qu'on pourrait éventuellement. Oui, vas-y, ou si tu arrives à Non, c'est juste choisir. pour protocole pour acide formique. C'est Oui, un médicament avec AMM, en fait. C'est deux lanières sur une colonie. euh, et c'est des lanières qui sont toutes prêtes, un genre de cellulose qui va diffuser pendant 7 jours, en fait. Donc, et qu'on applique elles sont posées au-dessus des cadres dans la colonie. très bien. Quel est le plus efficace acide oxalique par sublimation ou par dégouttement? Moi, je pense que les deux techniques se valent. Il y a Oui. des études suisses qui avaient été faites, sincèrement. Je pense qu'on va peut-être. euh, il y a Monsieur Delamotte qui dit, moi, je change le traitement régulièrement. Je ne suis pas concerné par la problématique sanitaire. Et je, il y a une précision sur les comptages, sur combien éventuellement de comptages par an, par saison. Euh, bah, si on est puriste, moi, je dirais printemps, de toute façon. Trier les colonies, je vais partir au printemps, mais Oui, trier les colonies au printemps, ça permet déjà de voir où on en est. Encore une fois, il y a des têtes à poux, il y a, voilà, plus les examens cliniques, évidemment, mais comme ça fait un premier tri, on voit où on en est. Après, j'aurais tendance à dire, idéalement, ce serait au moins un traitement avant bien avant les dernières, enfin bien avant les dernières récoltes. Donc pour les colonies qui vont aborder, je dirais en début juin, là quelque part. Enfin chez nous, ce serait ça, avant d'aborder la ronce et le châtaignier. Ça peut être intéressant parce que là, on peut déjà avoir des colonies qui commencent à être fortement infestées. Et dites-vous bien que des colonies qui sont fortement infestées, quelque part, c'est intéressant pour vous de le savoir parce qu'elles feront moins de miel, voire elles en feront pas si ça continue à se développer. Donc vous pouvez faire votre tri. Alors, je sais ce qu'on va me dire, hein, enfin, compter, c'est long, si on a beaucoup de colonies, c'est compliqué. Donc, c'est là où je reviens quand même sur les parcours aussi, donc d'avoir un peu une idée au travers des parcours qui sont effectués et d'avoir des sondages qui sont faits par parcours différents. Je pense que pour les pros, ça peut quand même être des choses qui vont évoluer votre façon d'aborder les choses. Et pour les particuliers, la question se pose moins. Donc, j'ai vu qu'on avait une majorité de personnes qui avait moins de 25 colonies. Donc, il y a plus facile quand même à faire du comptage, même individuel, et à gérer presque à la ruche. C'est quand même beaucoup plus simple quand on a peu de colonies, quoi. Donc ça, c'est une chose. Donc là, on est au mois de juin, donc si on peut, on fait celui-là. Il y a des gens qui font des mielées tardives, hein. On a parlé du sarrasin, là. Donc impérativement, il faut justement que là, au mois de juin, votre comptage va aussi vous servir à dire les colonies que vous allez potentiellement pouvoir emmener sur des mielées un peu plus tardives. Ou voir si, enfin moi je l'aborderai comme ça, mais sur des mielées tardives, j'enverrai que des colonies comment dire, qui ont été déjà préparées bien avant où on partirait avec des charges parasitaires beaucoup moins importantes
pour permettre cette mielée tardive et permettre éventuellement d'arriver à survivre à cette infestation de fin d'été qui devient catastrophique pour les hivernantes, quoi. Donc ça, c'est deuxième comptage. Un comptage avant les traitements, donc 15 juillet, 15 août, en fonction des régions et des moments de traitement, etc. Mais pour justement identifier les colonies qui pourraient déjà être beaucoup trop marquées et voir si on ne peut pas faire, comment dire, un traitement complémentaire, un flash, comme je l'appelle, pour faire retomber un peu les charges parasitaires à un seuil suffisamment acceptable pour éventuellement derrière alors entamer le traitement de plus longue durée qui met souvent un peu plus de temps à comment dire à se mettre en route, hein. Ça c'est il faut l'avoir en tête. Il faut bien connaître les médicaments que vous utilisez quand vous les utilisez parce que ils n'ont pas tous le même mode d'action et la même vitesse d'action. Ça c'est important aussi. Alors, je suis d'accord avec le traitement d'acide oxalique entre Noël et Nouvel An, semble avoir vécu. On est d'accord. Ça dépend vraiment d'une année à l'autre. Là, en l'occurrence, dans le rucher du professionnel qu'on avait suivi là, sur les 35 colonies, typiquement, on aurait pu faire l'acide oxalique en novembre. La rupture, l'arrêt de ponte aurait permis de faire l'acide oxalique en novembre, par exemple. Ouais, pour poursuivre sur la question de l'acide oxalique, il y a une autre question sur les vendeurs de supplémentaires d'acide oxalique disent qu'ils n'endommagent pas la cuticule des abeilles et permettent des traitements rapprochés. Est-ce vrai ou faux? Alors, je vois pas pourquoi ils permettent des traitements rapprochés. Je vois pas à quoi ça correspond, sincèrement, et je vois pas l'intérêt. N'endommage pas la cuticule des abeilles. Moi, j'ai pas connaissance de ça. Maintenant, ils ont peut-être fait des essais pour le vérifier. Maintenant, l'acide, il arrive quand même bien sur les abeilles, hein. C'est une sublimation, c'est des micro-gouttelettes, mais l'acide doit quand même bien arriver sur les abeilles. Alors, certes, c'est pas la même façon de l'appliquer, mais le dosage au final, il revient au même, sauf que d'un côté c'est en sirop, de l'autre côté c'est en micro-gouttelettes. Et après, souvent, ce qui est posé comme question, c'est le dérangement de la grappe. Moi, j'ai tendance à dire que de toute façon, que vous l'appliquiez en égouttement ou en sublimation, la sublimation, il y a quand même une fumigation qui arrive dans la colonie, dans la grappe, et ça va déranger la grappe aussi, il va y avoir du mouvement, etc. L'égouttement fait à peu près la même chose. Personnellement, moi j'utilise l'égouttement depuis des années. Je l'ai appris de mon papa qui le faisait déjà aussi depuis longtemps. Donc on n'a pas, voilà, j'estime pas avoir de cas. Je connais beaucoup de pros. C'est juste pour parler d'un nombre de colonies qui sont traitées aussi en égouttement. Ils le font. Moi, à mon sens, c'est plus rapide en égouttement. Ça, clairement, si on parle de rapidité, c'est plus rapide. Et après, c'est des questions voilà, d'habitude, etc., hein. Mais les deux méthodes se valent à mon sens. Voilà. Ni plus ni moins. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, il est déjà 19h50. Donc, il y a une dernière question, et ça, c'est peut-être pour l'avenir. Donc, perspective de nouveaux traitements ou de nouvelles molécules. Malheureusement, les choses en R&D sont pas si évidentes que ça. Bon, il y a toute une structure chez Vetopharma. Il y a aussi un webinaire sur le screening et ce que c'est que le screening et la recherche en apiculture. Donc, je vous invite à aller essayer de visionner ce replay-là qui est disponible sur YouTube. Encore une fois, donc je profite surtout pour remercier Gérald. Merci pour ce partage-là. Merci pour ton exposé. Merci à vous pour avoir suivi Merci à les tous. différentes questions. Et j'en profite pour remercier aussi mes collègues qui sont derrière. Vous les voyez peut-être pas, mais c'est aussi grâce à eux que tout ça a été possible. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. J'en ferai part à Gérald s'il le faut. Et puis, très bonne soirée à vous. Au revoir.